Cette session est née dans la commission des intersections de l'Académie des sciences et elle a paru tout à fait appropriée à un moment où, dans tous les pays du monde, on parle beaucoup de médecine translationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, médecine translationnelle? Ça veut dire le passage de la science fondamentale à des médicaments. Et beaucoup de problèmes se posent au travers de cette médecine translationnelle. Tous les jours, toutes les semaines, vous voyez des articles dans vos journaux ou à la télévision vous disant qu'on a fait des grandes découvertes qui vont révolutionner telle ou telle maladie. Vérité, fiction, ces médicaments vont apparaître quand? Il y a un véritable problème autour de cela. Et comme premier orateur, je vais aborder ce problème pour tout ce qui concerne la neuropharmacologie. La neuropharmacologie, vous le savez tous, a fait un triomphe dans les 30 ou 40 dernières années dans le domaine de l'exploration du système nerveux, dans le domaine de l'exploration du cerveau. Mais est-ce qu'elle a créé des médicaments? La réponse est que non seulement elle n'a pas créé de nouveaux médicaments, mais qu'un grand nombre de compagnies pharmaceutiques à l'heure actuelle ont tiré le rideau purement et simplement sur la création de médicaments, en particulier dans la maladie neurodégénérative. Donc nous allons voir ça successivement et je vais vous l'illustrer à partir de mon propre domaine de travail. Mon propre domaine de travail est celui qu'on appelle le domaine des canaux ioniques. Les canaux ioniques, ce sont ces structures à l'intérieur de la cellule qui... Ce sont ces structures à l'intérieur de la cellule qui laissent passer des ions, sodium, potassium, calcium, chlorure. Ce sont des nanomachines à créer de l'électricité. Et la personnalité électrique d'une cellule nerveuse est due au nombre et au type de canaux ioniques. Et en réalité, ma conviction aujourd'hui, elle est que dans les 100 milliards de cellules nerveuses, il y a 100 milliards de types de signaux électriques de base. Bien entendu, ensuite, ces canaux ioniques peuvent être régulés par des neurotransmetteurs. Et autour de ces canaux ioniques, eh bien, il y a naturellement des pathologies. Quand nous avons commencé cela il y a environ 40 ans avec un groupe américain, on ne savait même pas quelle était la structure des canaux ioniques, aucune idée. Est-ce que ce sont des lipides, est-ce que ce sont des protéines? Tout ça n'était pas connu. Aujourd'hui, bien entendu, ces canaux ioniques sont connus pour beaucoup au niveau de la structure moléculaire ou de la structure atomique. Ces canaux ioniques sont associés à une variété de maladies génétiques dans le système nerveux, épilepsie, ataxie, migraine, surdité, vision, douleur, dépression, etc., à des maladies neuromusculaires comme la paramyotonie, la paralysie, à des diabètes, et ça n'est pas étonnant parce que dans le pancréas, la sécrétion d'insuline obéit aux mêmes lois que la sécrétion de neurotransmetteurs dans le système nerveux central, et il y a là aussi de l'électricité. Il y a des canaux ioniques dans le rein, l'hypotension, l'hypertension, puis bien sûr, vous le savez tous, et Michel va nous expliquer ça très en détail plus tard, il y a des canaux ioniques qui sont responsables de l'électricité cardiaque et qui aboutissent naturellement par mutation à des arythmies, à des morts subites, et nous verrons ça dans le deuxième exposé. Est-ce qu'aujourd'hui, ayant détecté cette génétique des canaux ioniques, on a réglé aucune des pathologies associées? La réponse est bien entendu non. On sait les détecter, mais on ne sait pas les régler. Alors comment on a étudié ces canaux ioniques? On a étudié ces canaux ioniques avec de la pharmacologie, avec une pharmacologie qui est une pharmacologie dont on pourrait dire qu'elle pourrait sortir du muséum de l'histoire naturelle, c'est-à-dire une pharmacologie comme souvent, qui est une pharmacologie qui provient des substances naturelles. D'abord avec un bloqueur de ces canaux, et si on bloque le canal majeur, le canal chef d'orchestre, on bloque toute l'activité électrique. Pour moi, c'est une des plus grandes découvertes des neurosciences. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, malheureusement. Et on fait ça avec une toxine qui s'appelle la tétrodotoxine, qu'on trouve dans ce fameux poisson japonais qui s'appelle le fugu et qu'on doit préparer d'une certaine manière. On le trouve aussi dans une toxine qu'ont utilisée les Américains, nous avons utilisé cela, qui s'appelle la saxitoxine, qu'on trouve dans des algues microscopiques, des dinoflagellés, et qui s'accumulent dans les coquillages, c'est pour ça que vous ne pouvez pas les consommer. Et
Et ces toxines ont été tout à fait à la base et extrêmement importantes pour l'exploration de ces canaux. La pharmacologie moléculaire, la pharmacologie de ces canaux a été aussi extrêmement importante, non seulement pour purifier, mais pour comprendre comment ces canaux s'ouvrent, se ferment. Et il y a toute une variété de toxines qui, au lieu de bloquer ces canaux, forcent l'ouverture de ces canaux. Et quand on force l'ouverture de ces canaux, on force l'hyperexcitabilité, on crée des épilepsies, on crée des problèmes gastro-intestinaux, on crée des problèmes cardiaques, etc., etc. Et vous voyez là tout ce qui produit des toxines qui vont ouvrir ces canaux. On les trouve dans des bastraciens du Costa Rica, on les trouve dans une variété de plantes, des chrysanthèmes, des rhododendrons, l'aconite de nos montagnes, la vératridine. La vératridine, c'est les 3 grains d'élébore de la fable de La Fontaine, du lièvre et de la tortue, preuve qu'on l'utilisait à l'époque comme médecine traditionnelle. On trouve naturellement ces toxines dans les récifs coralliens, nous avons particulièrement dans le passé, nous avons tout utilisé, mais particulièrement celle-ci, qui provoque une pathologie qui s'appelle la ciguatera. C'est un dinoflagellé qui est dans les récifs de Polynésie, et qui fabrique une ciguatoxine qui est prise par les poissons, ici un poisson perroquet, mais bien d'autres, et qui donne des toxicités et des toxicités nerveuses importantes. Donc de nouveau, des outils extrêmement importants pour comprendre ces canaux ioniques. Et vous observerez au passage que la nature fait des molécules compliquées. Et elle fait des molécules compliquées pour avoir des affinités, pour avoir la spécificité et pour avoir des affinités importantes pour les cibles, ce qui nous a permis à nous de mettre ces toxines au bout d'un hameçon et d'essayer de tirer ce qui vient au bout de l'hameçon. Maintenant, les animaux venimeux, pratiquement tous les animaux venimeux, fabriquent eux aussi des toxines, mais ce sont cette fois-ci des toxines qui sont des toxines polypeptidiques, des tout petits objets pour essayer d'échapper à la réponse immunologique, et des objets solides qui ne sont pas dégradés dans la circulation. Voilà les premières toxines que nous avons, nous, utilisées de scorpions ou d'anémones de mer. Ce sont des objets, comme souvent en structure tridimensionnelle, qui pourraient figurer dans des musées, qui sont très utiles comme outils. Et bien entendu, ce qu'on trouve pour les canaux sodium, on le trouve pour les canaux calcium. Et à la base de tout cela, il y a bien entendu toute une série de pathologies. Et c'est ces toxines qui au début ont orienté la relation cano-ionique et toute une série de pathologies, convulsions, épilepsie, etc., etc. Paralysie musculaire. Alors, quand il s'agit de médicaments, les industriels hésitent un tout petit peu plus, parce que si vous regardez les canaux potassium, c'est 77 gènes chez l'homme. Et avec ces 77 gènes chez l'homme, comme là il y a des familles en couleurs différentes, et on peut avoir de l'épissage alterné, on peut avoir des assemblages entre plusieurs éléments, on peut faire des dizaines et des dizaines de milliers de canaux potassium différents, qui diffèrent parce que la voltage dépendance diffère, parce que certains servent à convertir l'oxygène ou le CO2 en activité électrique, c'est le contrôle de la respiration, parce que d'autres convertissent la pression en activité électrique, sinon on sortirait rien, on sentirait rien. D'autres convertissent la température en activité électrique, et nous avons isolé tout un tas de canaux de ce genre ici. Votre peau sent la température degré par degré, jusqu'à 42 degrés, ou alors là c'est la douleur. Et donc il est difficile de l'avoir de la spécificité. Mais de nouveau, la nature, et sans rentrer dans les détails, nous a fourni tout un tas d'animaux qui sont capables, eux, de fournir des tas de toxines avec des tas de spécificités qui agissent sur la mémoire, qui agissent sur le sommeil, etc., etc. Alors, dans la réalité, est-ce qu'il y a des médicaments sur les canaux ioniques? Oui, il y a des médicaments sur les canaux ioniques, et ils sont nombreux. Il y a des antiépileptiques, des analgésiques, des anesthésiques, des médicaments utilisés dans les pathologies psychiatriques, nous en verrons. Et puis, il y a des médicaments qui indirectement sont importants pour le cerveau, et dont nous parlerons probablement Michel, des antiarythmiques. Il y a des antidiabétiques, il y a des antihypertenseurs. Et dans les antihypertenseurs, il y a 3 classes de bloqueurs calcium. Est-ce que ces médicaments ont été découverts grâce à la recherche fondamentale? Pas du tout. Aucun de ces médicaments n'a été découvert grâce à la recherche fondamentale. Et pire que ça, avec notre belle recherche fondamentale, nous ne serions capables de découvrir aucun de ces médicaments. Par exemple, nous avons découvert le mécanisme
des antidiabétiques oraux qui a été donné à des dizaines, voire des centaines de millions de patients. Ces antidiabétiques oraux ont été découverts par hasard en 1946 et nous avons découvert le mécanisme des antidiabétiques oraux qui agit sur l'électricité du pancréas en 1987. Ça a été des outils extrêmement importants pour comprendre l'hyperglycémie, l'hypoglycémie dans le cerveau, le préconditionnement, mais nous n'aurions pas pu les découvrir, aucun d'entre eux. Et ça pose un problème, et ce problème, nous allons l'aborder maintenant. Le premier problème, c'est celui du développement clinique. Le développement clinique, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, c'est d'abord une phase préclinique, et puis ensuite 3 phases pour faire le médicament, et je suppose que Thomas en reparlera aussi, une phase 1 chez le volontaire sain, et puis des phases chez le patient malade. Alors d'abord, pour les scientifiques, il faut savoir que quand il s'agit du coût, la phase préclinique, c'est 10% du coût, et la phase d'après, c'est 90% du coût, et dans certains domaines, comme le système nerveux, c'est beaucoup plus que ça. Quels sont les problèmes au niveau de la recherche clinique? Les problèmes sont de 2 catégories. Les problèmes, c'est la durée. Aujourd'hui, en 2015, la durée pour le développement clinique d'un nouveau médicament est 2 fois plus longue qu'elle ne l'était entre 1985 et 1995. Donc, on parle, et Bernard va en reparler, on parle de dizaines, voire de vingtaines d'années. Le deuxième problème qui se pose, c'est le problème du coût. Dans le domaine du système nerveux, le coût de développement d'un médicament, c'est jamais moins de 500 millions d'euros, je suppose qu'Yves sera d'accord, et c'est souvent 2 milliards d'euros. Donc, on oscille entre 500 millions d'euros et le dernier essai clinique, l'un des derniers essais cliniques sur les accidents vasculaires cérébraux, c'était 2 milliards d'euros. Donc, 500 millions d'euros et 2 milliards d'euros. Et dans le système nerveux, il faut savoir qu'il y a des centaines, Yves me disait 400 pour Alzheimer, mais il y a 400 pour Alzheimer, 200 pour l'ischémie cérébrale, beaucoup pour les traumatismes crâniens. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'essais cliniques qui ont échoué. Et quand vous multipliez 500 par 1 milliard, ça fait beaucoup. Et on verra ce que ça veut dire à la fin sur le développement de médicaments. Donc ça, c'est un problème central. Le deuxième problème qui est propre au système nerveux, c'est celui des modèles animaux. Ça n'est pas propre qu'au système nerveux, ça, on le trouve dans le domaine cardiovasculaire, on le trouve dans les autres domaines qui vont être abordés après, mais c'est particulièrement vrai pour le système nerveux. Exemple, ici nous avons un canal ionique que nous avons cloné il y a un certain nombre d'années. Quand on enlève ce canal ionique, les souris ne dépriment plus. On va voir ce que ça veut dire. Donc c'est un canal important pour la dépression. Et donc on passe à la souris, et puis ensuite on passe de la souris à l'homme. Alors comment est-ce qu'on étudie la dépression chez la souris? On étudie la dépression chez la souris d'une certaine manière, de bien des manières, finalement relativement simples. Vous mettez des souris dans l'eau, elles se mettent à nager, et puis au bout d'un certain temps, elles se désespèrent, et elles sont déprimées. Et si elles se désespèrent trop, elles vont couler. Mais si vous leur injectez des antidépresseurs, elles vont continuer à lutter. C'est la même chose pour la souris que vous pendez par la queue. Elle va commencer à se battre, et puis elle va se désespérer. Et puis si vous injectez des antidépresseurs, elle va continuer à se battre. Et puis c'est la même chose dans cette expérience ici. Vous stimulez électriquement le plancher de cette cage. Je vois Nicole qui fait la grimace, mais les souris ne doivent pas avoir de douleur, Nicole, parce qu'autrement ça fausse l'expérience, mais c'est gênant. Et par conséquent, si on stimule plusieurs fois, la souris, au bout d'un moment, va se freezing, elle va se mettre dans un coin de la cage, et vous aurez beau ouvrir la porte, elle ne passera pas à la porte. Par contre, si vous l'injectez avec des antidépresseurs, elle va prendre la porte extrêmement rapidement. Là, c'est un peu la même chose. Cette souris, ça c'est plutôt de l'anxiété. La souris, on la prive de nourriture pendant 24 et 48 heures, et elle a faim. Et au bout de 48 heures, on lui met une nourriture, mais on lui met de la nourriture sous une lumière extrêmement vive. Les souris détestent la lumière vive. Et par conséquent, elle est prise dans un conflit, une anxiété extrêmement importante, entre la nécessité de manger et la lumière vive. Et si on l'injecte avec des antidépresseurs, elle va surmonter cette anxiété et elle va aller vers la lumière vive. Tout ça, c'est bien joli. Et effectivement, quand on enlève notre canal, c'est comme les antidépresseurs. Mais, il y a quelque chose que les expériences ne nous disent pas. Elles ne nous disent pas si les souris
ont une estime d'elles-mêmes, et c'est un point clé dans la dépression. Elles ne nous disent pas si les souris ont une propension au suicide, et c'est important dans la dépression. Et par conséquent, on voit que pour une pathologie comme celle-là, qui est une pathologie extrêmement importante, 20% des femmes, 10% des hommes, et en croissance, et pour lesquels il n'y a pas eu de médicaments depuis longtemps, pour une pathologie comme celle-là, il y aura des difficultés il y a des difficultés de transition pour les modèles animaux. Et puis ces modèles animaux, ils répondent par injection directe, alors que les humains, il faut les traiter chroniquement pendant 15 jours ou pendant 3 semaines. Et il y a la souffrance psychique pendant ces 15 jours et 3 semaines. Imaginez que ce soit une souffrance physique intolérable et qu'on vous dise, on vous donne un médicament et dans 15 jours et 3 semaines, si vous avez de la chance, il va marcher. Et ça, on ne sait pas le régler. De même qu'on ne sait pas régler le fait de rechuter de la dépression, de même qu'on ne sait pas très bien traiter toute une série de malades dépressifs et qui ne répondent pas aux médicaments. Donc ça, c'est une limite qui est une limite importante, et cette limite, naturellement, elle sera encore plus grande si on parle de la schizophrénie, de l'autisme, les modèles animaux. Bien sûr, il y en a, mais comment sont-ils comparables à ce qu'on peut faire, à ce que l'humain ressent? Alors, on va voir maintenant, la question maintenant est de savoir, est-ce qu'on aurait pu faire les médicaments qu'on fait aujourd'hui avec les règles d'aujourd'hui? Or, et je vais aborder la douleur, même si Bernard va aborder la douleur, mais il va l'aborder d'une autre manière complètement différente. Parce que la douleur, c'est quelque chose que tout le monde ici a expérimenté et tout le monde expérimentera. Le premier médicament, l'aspirine, bien sûr qu'on ne pourrait pas le développer aujourd'hui, beaucoup de gens le savent, parce que l'aspirine, ça vient de la médecine traditionnelle, ça existait 400 ans avant Jésus-Christ, ça vient de l'écorce de saule, indirectement, mais l'aspirine, elle abolit la douleur, mais en même temps, elle a tendance, elle agit sur les plaquettes et elle a tendance, entre guillemets, à fluidifier le sang et à faire saigner. Et dans l'essai clinique, on aurait des saignements qui seraient des saignements mortels, et par conséquent, l'essai clinique s'arrêterait. Bien entendu, aujourd'hui, on a trouvé un moyen pour utiliser cette propriété sur la coagulation et l'utiliser en prévention de l'accident vasculaire cérébral. Là, le paracétamol. Le paracétamol, c'est le plus grand tonnage de médicaments qui soit. Vous en entendez souvent parler du paracétamol. Est-ce qu'aujourd'hui, le parcours du paracétamol pourrait avoir lieu? Mais pas du tout. Le paracétamol a été... c'est une histoire qui est une histoire importante de médicaments, intéressante de médicaments. L'histoire a commencé en 1865 avec des Strasbourgeois qui essayaient de combattre des maladies parasitaires du système gastro-intestinal. N'oubliez pas que les maladies parasitaires ont beaucoup tué et qu'elles tuent toujours. Et ils voulaient donner du naphtalène. Vous savez, la naphtaline qu'on met pour traiter ces maladies parasitaires. Et au lieu de recevoir du naphtalène, et sans le savoir, ils ont reçu de l'acétanilide. L'acétanilide, c'est un composé chimique extrêmement classique qui rentre dans la fabrication de la pénicilline, bien sûr du paracétamol, mais du caoutchouc et de beaucoup d'autres choses. Et par erreur, ils ont donné de l'acétanilide à leurs patients. Et ces patients ont vu tout de suite la température diminuer et du coup, cet acétanilide est devenu un médicament pour traiter les excès de température et ça a eu un excès fait sur la douleur également. Mais l'acétanilide est un médicament extraordinairement toxique. Et cet acétanilide, ça n'est que 50 ou 60 ans après qu'on s'est rendu compte qu'elle se traduisait, qu'elle se transformait, qu'elle faisait un métabolique en paracétamol. C'est pas l'acétanilide qui marche, c'est le paracétamol. Et le paracétamol, lui, est devenu un médicament. Mais sans cette utilisation de l'acétanilide première, il n'y aurait pas eu de paracétamol et aujourd'hui, il n'y aurait aucune chance qu'on utilise l'acétanilide. Et quant à la morphine, dont je ne vais pas beaucoup parler parce que deux de mes collègues vont parler de la morphine, quant à la morphine, c'est certain qu'aujourd'hui, elle ne serait pas développée comme médicament. La morphine, naturellement, elle nous vient du fond des âges, mais la morphine, elle calme les douleurs, mais la morphine a des effets secondaires, et imaginez dans le développement du médicament, quand on cherche les doses, elle a des effets secondaires sur le blocage gastro-intestinal, elle a des effets secondaires sur la respiration, elle a des effets secondaires, naturellement, qui sont liés à la tolérance,
c'est-à-dire quand on prend de la morphine, le seuil de la douleur diminue et il faut escalader la morphine, et l'escalade de la morphine donne des effets secondaires. Donc la morphine, ces deux médicaments qui sont aujourd'hui les deux grands médicaments de la douleur auraient extrêmement peu de chance, sinon pas de chance du tout d'être développés aujourd'hui. L'anesthésie, s'il y a quelque chose qui était extrêmement important, s'il y a un médicament qui est extrêmement important, extrêmement spectaculaire, c'est pour moi les anesthésiques volatiles. Imaginez qu'il y a eu une période dans laquelle la chirurgie se faisait sans anesthésie. Pensez à Napoléon et ses soldats sur le champ de bataille de Russie. Donc, si vous n'aviez pas d'anesthésie aujourd'hui, il n'y aurait pas de progrès de la chirurgie. Or, l'anesthésie, comment a-t-elle commencé ? Elle a commencé avec l'éther et avec le chloroforme. Et je vous ai mis les structures exprès parce que, de nouveau, ce sont des structures extraordinairement simples. Et les chimistes, probablement, ont toujours su que l'éther, le chloroforme, étaient anesthésiques. Parce que les chimistes qui utilisaient cet éther et le chloroforme comme solvant, ils se rendaient bien compte qu'il y avait une anesthésie. Mais, naturellement, il a fallu que quelqu'un commence à faire des anesthésies générales, et ça s'est passé, comme souvent, c'est des dentistes qui ont commencé, et les anesthésiques générales, et ça a été le début de l'anesthésie générale. Formidable anesthésie quand même. L'anesthésie, vous n'avez plus conscience de votre environnement, vous n'avez plus conscience de l'événement, c'est facilement réversible, ça contribue à éliminer la douleur, c'est un médicament extraordinaire. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait le développer ? Certainement pas, parce qu'aujourd'hui, la première chose qu'on vous demande dans un développement, et Bernard va y revenir, est-ce que vous connaissez le mécanisme d'action ? Donc, nous avons trouvé en 2001 que ces deux anesthésiques volatiles avaient pour cible principale l'un de nos canaux potassium, c'était 2001, n'est-ce pas ? Alors, l'autre raison pour laquelle n'aurait pas été développé, c'est que ces anesthésies ne sont pas sans risque. Ils sont devenus populaires parce que la reine Victoria, en 1847, a accouché sous chloroforme, mais l'éther et le chloroforme donnaient, je me tourne vers mes collègues médecins, des syncopes blanches, des syncopes bleues, c'est-à-dire des syncopes blanches parce qu'il y avait arrêt cardiaque, des syncopes bleues parce qu'il y avait un problème pulmonaire, et il y avait une casse extraordinaire. Et il faut remettre ça dans le contexte d'aujourd'hui, où on a des difficultés à supporter un accident sur 10 000 d'anesthésie. Donc, ensuite, il y a eu d'autres anesthésies. On a remarqué qu'il y avait des halogènes ici, donc on a fait des allotanes, et puis d'autres comme le servoflurane, le desflurane, et ça a coïncidé avec une période où Frigidaire faisait des gaz frigorifiques halogénés, et par conséquent, cette science des gaz halogénés a profité à l'anesthésie avec des anesthésiques qui étaient aussi puissants, mais avec moins d'effets secondaires. Les neuroleptiques, c'est une histoire aussi extraordinaire, et il faut la donner parce que c'est une histoire française, c'est une histoire qui a fondé la neuropharmacologie, c'est une histoire qui a commencé dans les années 40. Au début du siècle, j'espère que je ne me trompe pas Jean-François, on a découvert l'allergie, et puis ensuite ces molécules, en particulier l'histamine. Et on s'est mis à fabriquer des antihistaminiques pour lutter contre l'allergie, et il y a d'abord eu les phénothiazines. Et un certain nombre d'entre vous, les plus vieux, se souviennent probablement du Phénergan, on le donnait même aux enfants, parce que c'est un antihistaminique qui luttait contre l'allergie, mais il donnait aussi de la somnolence, de la tranquillité. Et Ron Poulenc, en 1950, a fabriqué de la chlorpromazine, c'est-à-dire tout simplement qu'il a pris cette phénothiazine et lui a mis, peu importe, quelque chose avec du chlore. En 1951, un médecin militaire, je dis bien militaire parce qu'il faut oser, et un médecin militaire qui s'appelait Borig a mis dans son cocktail anesthésique du Largactil, parce que cette somnolence, il a voulu l'exploiter pour que les patients soient plus somnolents, soient plus indifférents à l'environnement et par conséquent moins anxieux, et ça a marché. En 1952, Delay et Deniker ont essayé sur 38 malades, aujourd'hui on essaye sur pas moins de 1000 ou 10 000 malades, ont essayé sur 38 malades ce médicament, à la suite des expériences de Laborie, sur les maladies psychotiques. Et ils ont vu que ça avait des effets sur la confusion mentale, l'hallucination, les délires des psychoses.
Et, naturellement, ces médicaments sont rentrés en application. En 1952, la même année, la commercialisation a été faite du Largactil, ça veut dire que c'est une molécule à large spectre, et c'est important dans les maladies mentales. Quand on parle de la schizophrénie, ce n'est pas une maladie, mais c'est des quantités de maladies. Et c'est le début de la psychopharmacologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les patients sont sortis des asiles où ils allaient rester toute leur vie. Et en 1955, 5 millions de patients étaient traités dans le monde. 50-55. Aujourd'hui, en 5 ans, vous avez rempli les papiers pour aller en phase 1, vous avez fait la toxicologie, vous avez rempli les papiers pour aller en phase 1, et vous êtes peut-être sorti de phase 1, et c'est tout, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas traité 5 millions de patients, avant de traiter 5 millions de patients, au moins dans les domaines qui sont les nôtres, il va falloir 15 ans ou 20 ans. Il y a eu une différence absolument exorbitante. Et en plus, ce médicament n'aurait pas pu se développer. Parce que la chlorpromazine, c'est la même chose pour les molécules de deuxième génération. Elles ont toutes été découvertes dans les années 60, même les autres qui suivent. Et parce que cette molécule est dangereuse. Cette molécule donne un syndrome malin. Elle donne, c'est-à-dire une augmentation mortelle de la température. Elle donne des effets qui sont des effets parkinsoniens. Et puis, pour revenir à nos collègues de cardiologie, elle donne des effets sur ce qu'on appelle le QT long, et elles sont susceptibles de donner des morts subites. Donc, elles passeraient même pas le screening premier pour aller plus loin. Elle est toujours prescrite. Et les successeurs aussi, et heureusement, ça ne s'est pas passé en 2015. Le lithium, c'est à peu près la même chose. Alors le lithium, bien entendu, il ne pourrait pas être développé aujourd'hui pour une raison très simple, parce que qui dit lithium dit pas brevetable. Hein. Donc pas brevetable, on peut pas engager une dépense de 1 milliard ou 2 milliards d'euros en développement clinique pour une molécule qui n'est pas brevetable. Alors, c'est une histoire aussi, c'est une histoire d'apprentissage, c'est des histoires qu'il faut toujours raconter, je pense. Ça a été découvert par John Cade. Et John Cade était le fils d'un médecin qui était dans les asiles psychiatriques, lui-même a été élevé avec les malades, si je puis dire, à cause de son père, et puis il est devenu lui-même psychiatre, et puis il a eu l'idée que cette maladie psychiatrique, qui est la maniaco-dépression, qui est quand même une maladie qui touche, comme les précédentes, entre 1 et 4% des malades, des Français, 2%, disons. Il a eu l'idée que c'était transmissible, donc il a pris l'urine des patients qui étaient maniaco-dépressifs et il l'a injecté dans les cobayes avec l'idée de faire un modèle animal. Pour des raisons un peu longues, il a pensé que c'était l'acide urique. Mais voilà, l'acide urique, vous le savez bien, quand il s'ajoute au calcium, il fait des urates de calcium, et les urates de calcium, ça fait des calculs, c'est pas soluble. Donc il a mis du lithium pour que ce soit soluble. Et puis il l'a injecté aux animaux, et les animaux se sont trouvés contents, à l'aise, etc. Et jusqu'au moment où il s'est rendu compte que ce n'était pas l'urate, c'était le lithium, et il s'est dit même que la maladie, c'était simplement un déficit de lithium. Mais le lithium n'est pas anodin. Le lithium, c'est une molécule, c'est un ion extrêmement toxique. C'est un ion toxique pour les reins. C'est un ion qui donne des déshydratations profondes parce qu'on remplace le sodium. Et il y a eu une mortalité qui était une mortalité extraordinaire. Et il a fallu attendre les années 60 et après pour l'utiliser, tout simplement parce qu'il a fallu des techniques pour évaluer le lithium dans le sang pour l'adapter au point de vue de sa posologie. Développable aujourd'hui, mais certainement pas. L'acide valproïque, je vais le laisser de côté. Les AVC, 150 000 personnes par an en France. 400 000 personnes handicapées. Selon les pays, cause numéro 2 ou cause numéro 3 de handicap, de mortalité. Cause numéro 1, bien entendu, de handicap. Chaque année, il y a à peu près 20 000 personnes par an qui meurent. Il y en a qui sortent intacts, entre guillemets, de l'accident vasculaire cérébral, pas le temps de développer cela, et puis naturellement, il y a tous ceux qui sont handicapés. Est-ce qu'il existe un traitement ? Oui, il existe un traitement. D'abord, il existe une prévention qui va être utile probablement pour 30% des patients, pas plus. Il existe un traitement qui consiste... C'est quoi l'accident ? Je parle de l'accident vasculaire cérébral obstructif. Si un vaisseau est obstrué,
on va injecter au patient une sorte de débouche-tout, qui est un enzyme, qui va dissoudre le vaisseau. En principe, c'est simple. Mais naturellement, ça ne peut pas être injecté à tous les patients, ça doit faire une imagerie d'abord, ça doit être injecté extrêmement vite, moins de 4 heures après l'accident vasculaire cérébral. Donc aujourd'hui, c'est moins de 5 à 10% des patients dans les pays développés qui ont ce traitement, et parmi les 5 ou 10% des patients, naturellement, tous ne sont pas améliorés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Pendant longtemps, la pharmacologie a beaucoup travaillé là-dessus, des centaines d'essais cliniques pour... Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, immédiatement, il y a des cellules qui meurent. Il y a des cellules qui meurent en 2 ou 3 minutes quand elles ne sont pas oxygénées. Et on a essayé, à cause de l'excitotoxicité, c'est-à-dire qu'il sort du glutamate qui va être toxique, il sort des radicaux libres qui vont être toxiques, il sort du potassium qui va être toxique, les molécules vont mourir de nécrose et d'apoptose, et puis ensuite, il va y avoir de l'inflammation. Et il y a eu des essais cliniques sur l'excitotoxicité, sur l'apoptose, sur l'inflammation et sur beaucoup d'autres choses. Et aucun n'a marché. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire comme ça. L'essai clinique, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça parce qu'au cœur de l'AVC, il y a des cellules qui meurent, et autour de l'AVC, il y a une zone en aura qui est mal alimentée sur le plan vasculaire et qui hésite. Est-ce que je meurs? Est-ce que je ne meurs pas? Et naturellement, l'idée, c'est de sauver cette zone en aura pour diminuer le handicap. Mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il est clair que les modulateurs de la mort cellulaire, ce n'est pas ce qu'il faut travailler. Ce qu'il faut travailler, ce sont les médiateurs de la réparation vasculaire. Parce que, comme vous le savez, les patients, en se rééduquant, en faisant de la réhabilitation, ils regagnent un certain nombre de choses. Et ils regagnent un certain nombre de choses parce que dans le cerveau, il y a un certain nombre de cellules souches, pas énormément, qui sont capables de se dévier de leur trajet habituel et d'aller réparer. Et le problème aujourd'hui, il est de pousser ces cellules souches à aller réparer. Aujourd'hui, ce que nous faisons nous-mêmes, c'est que nous partons de l'observation de la médecine traditionnelle chinoise et avec des extraits de 9 plantes qui dit réparer, et effectivement, avec des extraits de 9 plantes, on a à la fois un effet sur la mort cellulaire et un effet extrêmement important sur les facteurs de croissance BDNF et VEGF qui réparent l'unité neurovasculaire. Mais il y a du chemin à faire. La même chose sur les traumas. Les traumas, 50 000 traumas par an. Aux États-Unis, 1,5 million de traumas par an. C'est la première cause de mortalité trauma crânien. Au-dessous de 35 ans, première cause de mortalité au-dessous de 35 ans. Et là, difficile de faire des modèles animaux. On essaye d'en faire, nos collègues partout essayent d'en faire, mais vous pouvez bien comprendre qu'aucun trauma crânien va ressembler à un autre, lié au sport, lié à un accident automobile, lié à la chute d'un bébé à partir de la planche allongée, etc. Donc, et jusqu'ici, tous les essais cliniques qui ont été faits avec une seule molécule, pour essayer de régler le problème. Mais dans les traumas crâniens, vous voyez, il y a un impact, le cerveau bascule dans la boîte crânienne, et par conséquent, ce qui va se passer, c'est qu'on va couper des structures nerveuses, donc des axones vont être coupés, des vaisseaux cérébraux vont être lésés, la membrane qui entoure le cerveau va fuiter, il va y avoir des œdèmes, il va y avoir des inflammations. Comment penser qu'on puisse régler le problème avec une seule molécule? Et par conséquent, là aussi, nous faisons le travail avec une molécule chinoise. Sébastien, c'est mon dernier cliché. Par conséquent, que ce soit en neurologie ou en psychiatrie, l'espoir est relativement faible. Le G20 a décidé qu'en 2025, je me retourne vers Yves Agide, en 2025, il y aurait une molécule contre Alzheimer. J'ai les plus grands doutes là-dessus, parce que pour développer une molécule, il faudrait qu'il y en ait une sur la case de départ depuis longtemps, et il n'y a aucune vraie molécule qui soit sur la case de départ. Voilà pour les maladies dont je n'ai pas parlé. Donc, le problème est l'aspect financier, qu'on va retrouver chez Bernard, l'aspect financier et la structure actuelle de l'industrie pharmaceutique. On a connu une industrie pharmaceutique dirigée par des médecins, par des chimistes, ou par des biologistes. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique est seulement dirigée par des financiers qui sont seulement inspirés par le cours de bourse et par conséquent, et la recherche à l'intérieur de l'industrie pharmaceutique, française et ailleurs, a chuté d'une façon extraordinaire. Le problème, c'est d'acheter des start-up, mais on va y revenir à la fin, d'acheter des start-up et là se pose le problème d'innovation. Les essais cliniques. J'entends dire que les essais cliniques sont devenus scientifiques. Ils sont devenus scientifiques, je m'excuse auprès de mes collègues statisticiens, ils sont devenus scientifiques parce qu'ils sont devenus statistiques.
parce qu'aujourd'hui, on travaille sur des grands nombres. Mais pour moi, ce n'est pas ça la science. Pour moi, la science, c'est quelqu'un qui, dans un coin, observe un patient ou deux patients. C'est le cas de la stimulation profonde dont Halim Benhabib a parlé. Un ou deux patients. C'est le cas pour Michel Essaguer sûrement aussi. Un ou deux patients qui répondent d'une façon extraordinaire, qui y croient et qui, à partir de là, essayent de comprendre comment ça marche. Les essais cliniques actuels sont des essais qui, à l'heure actuelle, vous montrent très bien s'il y a 1 ou 2% des patients, même 0,1% des patients qui meurent du traitement, alors là, le traitement est out, même si 10% des patients sont, dans le domaine du système nerveux au moins, même si 10% de patients ont des améliorations qui sont des améliorations considérables. Et puis, il y a l'excès de rationalisme. Ça nous touche, l'excès de rationalisme. Je suis aussi rationnel, comme beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai cru que j'avais, comme beaucoup d'entre vous, avoir la cible magique pour la molécule magique. Ça, la cible magique pour la molécule magique, en ce qui me concerne, je n'y crois plus. Naturellement, il faut des mélanges de cibles et il faut des mélanges de molécules, mais pour le développement clinique dans nos pays occidentaux, ça crée pratiquement, Bernard, une quasi-impossibilité. Et puis, il y a bien sûr le principe de précaution, il est derrière tout ça, c'est-à-dire que nous voulons tous des médicaments, mais nous voulons des médicaments sans effet secondaire du tout. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'accident dans le développement clinique de ces médicaments, et ça, c'est tout simplement impossible. Merci pour votre attention. Merci pour cet exposé bien enlevé et puis très intéressant et compréhensible. Bravo pour tout ça, là. On a bien compris. On va prendre peut-être deux questions. Jean-François Bach, je vois, lève le doigt. Oui, merci pour cet exposé brillant, qui est un diagnostic terrible. Moi, je veux dire qu'on pourrait rajouter d'autres exemples. Les greffes d'organes ne seraient pas faisables aujourd'hui. Bon, par exemple, il y en a d'autres. Alors, maintenant, si... Je suis sûr que te connaissant que tu n'es pas pessimiste sur le fond, comment vois-tu la sortie de ce tunnel? Alors la sortie de ce tunnel, je la vois hors des pays occidentaux. Je la vois dans des pays qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas d'avocat derrière. N'oubliez pas que c'était notre cas au moment, qui n'ont pas un avocat derrière chaque personne qui entreprend des essais cliniques. Et qui, par conséquent, dans des pays qui, par conséquent, vont essayer, quand il y a quelque chose à essayer, ils vont essayer, et à partir de cet essai, ils vont pouvoir développer. Je pense que le système qui est le nôtre, qui est un système formidable, mais qui ne favorise pas l'entreprise, ça ne peut pas se passer chez nous. Et je pense que ça ne peut pas se passer chez nous aussi à cause des essais cliniques. J'espère que je ne vais choquer personne pour les essais cliniques. Mais les essais cliniques, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous faites un essai clinique pour une grande maladie et vous le développez, vous le publiez dans New England Journal of Medicine. Il échoue. Vous osez le publier aussi dans New England Medicine parce que tout le monde l'attend. Donc, c'est un business, hein, n'est-ce pas? Je ne diminue pas le travail des gens qui font ces essais cliniques parce que c'est difficile, ça demande une spécialité. Mais je ne vois pas comment on va pouvoir revenir en arrière, donc ça doit se passer ailleurs. Alors, trois questions. D'abord, Yves Agide, ensuite Nicole Ledouarin et puis Michel Essaguer. Je partage complètement ton analyse, Michel, mais peut-être plutôt que d'aller dans des pays en voie de développement, est-ce qu'on peut quand même pas essayer de revenir en arrière, comme tu disais? Et je pense que pour ça, il y a une stratégie à mettre en œuvre auprès des académiques, d'une part, et de l'industrie pharmaceutique, de l'autre, pour revenir justement à des essais qui soient beaucoup plus qualitatifs, à des stades très précoces, sur un petit nombre de malades, qui d'ailleurs ne coûtent pas cher. Le problème, c'est que pour l'instant, ni les académiques, ni les industriels n'écoutent vraiment ce message. Mais personnellement, j'y crois beaucoup. Tu as répondu à ta propre question, bien entendu, Yves, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nicole Ledouarin. Nicole. Oui, c'est complètement démoralisant tout ce que vous nous avez raconté. Il n'y a pas d'espoir dans la science, il n'y a pas d'espoir dans le rationnel, et puis il y a un excès de principe de précaution, ça on s'en doutait, mais à ce point-là, je ne pensais pas.
Alors, je me demande si on ne peut pas trouver de l'inspiration dans des médecines traditionnelles qui ont été particulièrement bien développées dans certains continents, comme la Chine, par exemple. Est-ce que des gens instruits comme vous y pensent, ou bien est-ce que c'est rejeté en bloc comme c'était le cas pour la... C'est exactement ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons pour l'accident vasculaire cérébral en particulier, où ce traitement qui était réputé... mais il n'y avait aucune base scientifique, et dès l'instant où nous avons commencé à regarder les bases scientifiques, ça faisait croître les neuroblastes, ça protégeait contre les radicaux libres, voilà. Maintenant, j'aurais peut-être pas dû terminer. Donc la réponse est oui, et il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, plus de 50% des médicaments existants sont des médicaments qui sont des substances naturelles ou qui sont directement dérivés des substances naturelles. On ne le dit jamais assez, mais c'est le cas. Maintenant, Nicole, ça c'est le constat aujourd'hui. Mais si on m'avait demandé, comme à beaucoup d'entre vous, en 1990, si on allait séquencer le génome et connaître la chimie du génome et surtout avoir les prix d'aujourd'hui pour séquencer de l'ADN, j'aurais dit, mais vous rêvez. Donc il y a aussi le fait qu'à 10 ans, dans nos domaines, mais je suis sûr dans beaucoup de ceux d'entre vous, il est difficile de prévoir et qu'il peut y avoir une rupture qui change tout ça. Parce qu'il va y avoir des stimulations plus localisées, parce qu'il y aurait des interfaces cerveau-machine, parce qu'il y aura des manières d'injecter profondément un certain nombre de substances. J'espère, je croise les doigts pour que cela marche. Maintenant, je pense que je vais donner la parole... Michel Aissaguer avait une question. Michel, tu vas parler d'ici ? J'avais une question. Ah. Non. Oui, mais il y a beaucoup d'autres orateurs, Michel. Oui, pardon. Non, c'était, est-ce que la connaissance finalement plus fine des complexes moléculaires, des récepteurs que l'on voudrait bloquer, ou même, on va dire, des interactions entre elles, permettrait avec quand même la puissance des nouveaux ordinateurs, d'avoir vraiment des modèles qui permettraient d'avoir une chimie computationnelle. Personnellement, j'y crois. Non, mais Michel, on n'est pas limité par la chimie. C'est ça qui s'est passé dans les 20 dernières années. Il y a 20 ou 30 ans, un laboratoire pharmaceutique, corrige-moi Bernard, faisait 10 000, 20 000... aujourd'hui, il peut faire des dizaines et des vingtaines de millions il y a 20 ou 30 ans, il n'y avait pas de high throughput screening. Aujourd'hui, il y a du high throughput screening. C'est-à-dire, il y a 20 ou 30 ans, il n'y avait pas d'ordinateur assez puissant pour traiter les données. Aujourd'hui, il y a des ordinateurs pour traiter les données. Et avec tout ça, on n'y est pas arrivé. Donc, je suis pessimiste. Mais je n'ai pas dit que j'étais pessimiste pour le cœur. Donc, maintenant, on va parler du rythme du cœur et de ses thérapies. Et je suis content d'accueillir Michel Aissaguer, qui a introduit des interventions qui sont aujourd'hui utilisées par dizaines de milliers dans le monde.